Waouh. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Je pense qu'on sera nombreux et nombreuses aujourd'hui à utiliser cette doha pour commencer. Cette doha, cette prière, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Seigneur, ouvre ma poitrine, facilite ma mission, dénoue un nœud en ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. C'est la doha qu'a fait le prophète Moussa, alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala, lui a demandé de retourner auprès de Pharaon et d'affronter ce grand tyran qui était son grand ennemi, qui souhaitait sa mort tout simplement. Et Moussa alayhi salam s'est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui faire cette demande. C'est mon objectif à moi aujourd'hui, c'est de dénouer ma langue afin que vous puissiez comprendre ma parole, afin que vous puissiez comprendre nos paroles. Mon intervention aujourd'hui, c'est définir, c'est la théorie, c'est venir vous expliquer tous ces mots qu'on peut entendre beaucoup, très régulièrement, et se demander, au final, c'est quoi un traumatisme? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'il y en a plusieurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que quand mes consoeurs passent après moi, Inch'Allah, ça soit beaucoup plus fluide et compréhensible pour vous. Les prophètes ont vécu bien plus de traumas que ce qu'on pourrait penser. On reviendra dessus tout à l'heure, Inch'Allah, sur tous les récits coraniques qu'on peut avoir sur les traumas, la manière dont ils l'ont géré, la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala est venu les aider, ce qu'il les a conseillés, là où est-ce qu'il les a guidés, afin que nous aussi on puisse s'inspirer de tout ça. Et j'aimerais qu'on commence avec une image, essayer de visualiser une famille normale, dans une maison normale, un soir normal. Ils sont en train de dîner, tout se passe bien, et tout à coup, il y a un bruit de pétard, un bruit d'explosion. En soi, c'est rien d'inquiétant, c'est juste les feux d'artifice du village d'à côté. Mais la maman, elle sursaute, elle se tend, elle est inquiète, elle regarde par la fenêtre. Ça a été très subtil, ça a été l'affaire de quelques secondes, et elle a repris son repas comme si de rien n'était. Mais sa petite fille de 2 ans, qui était à côté d'elle, qu'elle était en train de nourrir, elle l'a senti. Elle regarde sa mère et elle se demande pourquoi elle a peur, de quoi elle a peur. Parce que si sa mère, qui est sa figure de référence, sa mère qui est celle qui la nourrit, celle qui prend soin d'elle, celle qui la protège, si elle-même elle se sent en danger, forcément, elle est en danger. Mais elle ne sait pas de quoi. Et cet enfant, elle va grandir avec souvent une peur, une anxiété qu'on pourra deviner dans son regard, sans vraiment qu'on sache pourquoi. Elle n'a jamais vécu d'expérience compliquée, elle n'a jamais connu la guerre. Et la question qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi cet enfant porte les traces d'un passé, d'une histoire qui n'a jamais été dit, mais qui a été ressentie au travers des petites hésitations subtiles de la mère, au travers des sursauts qu'elle a pu avoir, au travers des peurs parfois inexpliquées qu'elle pouvait avoir de sortir le soir, même après 17h l'hiver. Cette famille-là, c'est la vôtre, c'est la mienne, c'est la leur, c'est un petit peu tout le monde en réalité. Cette famille-là, elle va vivre en ayant une vision de leur choix de vie, en ayant des peurs, en ayant une vision du monde qui est pas exactement à la hauteur de la réalité, qui n'est pas exactement adaptée à leur réalité. Ça va être une vision qui est biaisée, comme un filtre qu'ils vont avoir devant les yeux à ce moment-là. On n'a pas besoin d'être parti en zone de guerre, on n'a pas besoin d'être soldat, on n'a pas besoin d'avoir visité un camp de réfugiés pour se demander qu'est-ce qu'un trauma et se rendre compte de ce qu'est qu'un trauma. Si on reprend les chiffres de l'UNICEF, aujourd'hui en France, c'est 10% d'adultes qui sont victimes de violences sexuelles avant 18 ans. Ça fait 5,4 millions de Français qui ont été victimes d'attouchements ou d'agressions avant leur majorité. 80% de ces victimes-là sont des femmes, 20% sont des hommes. Une femme sur 10, entre 18 et 70 ans, sera victime de violences physiques, psychiques et sexuelles, parfois même devant les enfants, au cours de sa vie par son conjoint. Et enfin, toutes les 3 minutes, un enfant en France est victime de viol, d'attouchement ou d'inceste. Le trauma, ça se cache dans tout ça. C'est pas forcément une grosse explosion, c'est pas forcément une guerre, c'est pas forcément quelque chose d'impressionnant physiquement. Parfois, on le voit même pas. Et c'est ce que je vais venir vous expliquer tout à l'heure, Inch'Allah. L'espèce humaine, elle a toujours été extrêmement résiliente. Elle a toujours su se relever après les catastrophes naturelles, après les guerres, après les violences, qu'elles soient à grande échelle, donc entre les pays, voire même mondiales, ou qu'elles soient à petite échelle au sein même des foyers.
Et ces expériences traumatiques-là, elles ont laissé des traces traumatiques. Elles laissent des traces qui vont venir marquer les émotions, qui vont venir marquer les esprits, qui vont venir marquer la capacité à donner et à recevoir de l'amour, de l'attention, de la joie. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui lors de ma présentation, Inch'Allah, comprendre le concept de la transmission transgénérationnelle du trauma à la lumière de la science et de l'islam, se rendre compte que ce trauma, il va nous toucher nous, mais aussi nos proches. Je vous ai posé cette question pour ceux qui ont répondu. On vous a transmis ce questionnaire où je vous demandais si, selon vous, est-ce que les blessures et les traumatismes qui sont vécus par une génération vont pouvoir avoir un impact sur la génération suivante. 99% ont répondu oui. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui ici. Mais lorsque je vous demande si vous avez l'impression de l'avoir déjà ressenti dans certains comportements, dans certaines croyances, dans certaines peurs que vous pouvez avoir au sein de votre propre famille et que vous avez l'impression qu'elle ne vous appartenait pas, on descend à 80%. Ouais, c'est ça. On descend à 80% avec 20% qui n'étaient pas très sûrs ou qui pensaient que c'était pas le cas pour eux. Je vous ai demandé aussi qu'est-ce qu'évoquait le concept de traumatisme pour vous. Et là, vous avez parlé de choc, de souffrance, d'angoisse, de transgénérationnel aussi, d'épreuves, de blessures, de douleurs. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer par définir le trauma. Pourquoi ? Parce que le trauma, ça vient du terme traumatismos, qui est en grec ancien, qui veut dire blessure. Par exemple, si on reprend la médecine, parce que ce n'est pas qu'un terme qui est réservé à la psychologie, si on reprend la médecine, un trauma crânien, c'est quoi ? C'est un choc qui a été trop fort au niveau du crâne et qui a provoqué une blessure, une ouverture, parce que le crâne n'était pas en capacité d'encaisser ce choc-là. Et si on transpose ça à la santé mentale, c'est exactement la même chose. C'est une effraction qui est provoquée par un événement menaçant, par un événement stressant, avec souvent une menace de mort ou quelque chose qui est interprété et reçu par le cerveau à ce moment-là comme une menace de mort, qui est au-delà, qui dépasse notre capacité en tant qu'individu à y faire face, et donc qui va créer une brèche au sein de notre psychisme. Et c'est ça qui est important ici, c'est dépasser la capacité de l'individu à y faire face. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas tous égaux face au trauma, face aux événements qui vont nous arriver dans la vie. Face à un événement qu'on pourrait qualifier de traumatique, on va avoir 75% des personnes qui vont avoir une réaction de stress qui est complètement adaptée. Il s'est passé X choses, ils avaient besoin d'X ressources internes pour surmonter ça. C'est ce qui s'est passé. Dès que la situation est revenue à la normale, l'expression du stress est revenue à la normale. Mais pour 25% de la population, c'est différent. C'est différent pourquoi ? Parce qu'on est tous différents, parce qu'on n'a pas les mêmes histoires, parce qu'on n'a pas la même résilience, parce qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités face à ce qui va nous arriver. Et donc pour 25% de ces personnes-là, il va y avoir l'événement et une réaction de stress qui est complètement disproportionnée par rapport à l'événement, en termes d'intensité et en termes de durée aussi. Ça veut dire que ça va durer sur la longueur, quand bien même l'événement est passé et est resté derrière nous. Et donc ça va rester, qu'est-ce qui va rester exactement ? Les symptômes principaux du trauma, du syndrome post-traumatique, ça va être des reviviscences intrusives, ça veut dire des flashbacks, des images qui vont revenir, que ça soit des sons, que ça soit on va revoir à ce moment-là la scène, la manière dont elle s'est passée, ça peut être lorsqu'on dort, donc au travers de cauchemars, ou même lorsqu'on est éveillé, ça va venir s'imposer à nous. On va avoir aussi des évitements du lieu, par exemple, où a eu lieu l'accident de voiture, ou parfois même du même modèle de voiture dans lequel on a pu avoir cet accident-là. On va avoir l'évitement des personnes avec qui on a vécu ça, on va avoir l'évitement de la rue dans laquelle ça s'est passé. Et on va avoir des changements cognitifs. C'est-à-dire que la manière dont on fonctionnait jusqu'ici, elle a été complètement perturbée par ce qu'on a vécu et on va mettre en place des mécanismes de survie qui vont être utiles à l'instant T, mais qui ensuite ne vont plus être utiles pour nous, ils vont se transformer en biais cognitifs. Un biais cognitif, c'est un petit peu comme un schéma de pensée qui est dysfonctionnel. Il nous est utile à un moment parce qu'il nous permet de surmonter X ou Y épreuve qui est difficile, mais au bout d'un moment, c'est plus utile pour nous de le garder parce que ça nous tire pas ça ne nous permet pas d'interpréter le monde correctement. Et donc à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs, un petit peu comme des filtres qu'on aurait sur nos lunettes, et au lieu de voir la salle d'une lumière naturelle, on la verrait un petit peu teintée de vert ou un petit peu teintée de bleu, alors que donc pour nous, c'est notre réalité, c'est pas la réalité de la personne à côté. On va avoir aussi de l'hyperréactivité et des réponses inadaptées, c'est-à-dire
de l'irritabilité, de l'hypervigilance, un petit peu comme l'exemple de la maman que j'ai pu donner juste avant, être souvent sous tension, avoir des explosions de colère alors qu'on n'avait pas tendance à avoir ce genre de comportement-là. Et c'est d'ailleurs à travers souvent ce symptôme-là qu'on remarque ou qu'on décèle le traumatisme chez un enfant. C'est la première manière dont ils vont commencer à l'exprimer, ça va être par de l'hyper ou hypo-réactivité selon les situations. Donc ça, ce sont les symptômes principaux du trauma. Ok, mais lequel? Parce que c'est un mot qu'on va utiliser en disant « il a été traumatisé, j'ai été traumatisé, j'ai vécu quelque chose de traumatique », alors qu'en réalité, il y a beaucoup plus de nuances que ça. Il y a plusieurs types de traumas différents. On va avoir ce qu'on appelle dans un premier temps les traumas avec un petit t. Les traumas avec un petit t, c'est les traumas où il n'y a pas eu nécessairement de violence, il n'y a pas eu nécessairement, parfois même pas même volonté de nuire. Ça va être par exemple cette remarque que vous a fait cette professeure en primaire sur vos cheveux qui vous a profondément blessé, et aujourd'hui en tant qu'adulte vous avez encore parfois du mal à assumer vos cheveux crépus et ou bouclés à cause de cette remarque-là qui en apparence était inodine. Cette professeure, si vous la rencontrerez demain, elle s'en souviendrait même pas, et il n'y avait probablement pas volonté de nuire à l'enfant à ce moment-là, mais vous, ça vous a marqué. Ça va être une remarque anodine sur la manière dont la personne est habillée, la manière dont la personne a pris du poids, a perdu du poids. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les traumas avec un petit t. On en a tous. J'ai parfois des patientes qui viennent me dire je viens en thérapie parce que j'ai eu beaucoup de traumas et je veux pas que mon enfant ait des traumas. Et j'ai envie de lui dire je suis vraiment désolée, mais il en aura, parce qu'on va tous vivre et naître avec des traumas, mais en tout cas des traumas de type petit t, parce que l'autre trauma, celui dont tout le monde pense quand on parle de trauma, on voit des grandes explosions, on voit du sang, on voit quelque chose d'extrêmement violent, ça c'est les traumas avec un grand T. Eux-mêmes, ils sont de deux catégories. On a les traumas de type 1, donc c'est ce qu'on appelle les traumas simples, et c'est absolument pas simple par l'événement qui s'est passé, mais c'est simple parce qu'on sait quand est-ce qu'il a commencé, on sait quand est-ce qu'il a fini. Ça a été un événement ponctuel, one shot, une seule fois. Ça a été par exemple une agression, ça a été par exemple une explosion, ça a été par exemple un accident. C'est vraiment un événement précis qu'on arrive à situer avec un début, une fin, et qui ne s'est pas répété. Contrairement aux traumas de type 2, donc les traumatismes complexes, qui sont des traumas répétitifs, des traumas chroniques. De cet ordre-là, on va avoir le harcèlement scolaire, par exemple, on va avoir les violences domestiques, la maltraitance pour les enfants, pour les adultes, on va avoir aussi les situations de guerre prolongée, comme ce qui se passe actuellement en Syrie ou en Palestine, par exemple. Tous ces traumas-là, ce sont des types de traumas auxquels nous avons été exposés. Ça veut dire que je suis la première victime de ce qui s'est passé. Il s'est passé un trauma avec un petit t ou un trauma avec un grand T. C'est moi qui étais présente, c'est moi qui l'ai vu de mes propres yeux, c'est moi qui l'ai vécu. Et il faut savoir qu'il y a aussi deux types de traumas différents de tout cela, qui sont des traumas sans exposition. C'est-à-dire qu'on porte les conséquences d'un trauma auquel on n'a pas assisté. Le premier, c'est ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. Le traumatisme vicariant, c'est un traumatisme indirect qu'on va porter lorsqu'on a été exposé à la souffrance et au récit traumatique d'autrui d'une manière prolongée et répétée, sans avoir soi-même vécu cet événement-là. Ça va être souvent dans le milieu professionnel, par exemple les psychologues, les travailleurs humanitaires, les travailleurs sociaux, les gens qui vont sur des sites après la guerre, par exemple avec l'ONU ou quoi, pour aider les populations à se relever et qui vont être confrontés au récit traumatique que ces personnes ont vécu. Mais ça va être aussi les proches aidants, ces personnes-là qui vont venir accompagner cette victime, qui vont venir vivre avec elle, qui vont venir essayer de la soutenir. Ça peut être les proches, la famille qui vont l'entendre, qui vont grandir parfois quand ce sont des enfants avec ce récit traumatique qui est répété et répété et répété de quand papa il avait connu la guerre, quand papa il a connu la guerre, quand papa il a connu la guerre, et on va commencer à avoir les mêmes symptômes, on va commencer à être nous aussi impactés par ce traumatisme quand bien même on ne l'a pas vécu. Les symptômes sont à peu près similaires avec ceux du traumatisme par exposition. On va avoir une reviviscence, donc une répétition et des flashs, cette fois non pas des images parce qu'on ne les a pas vus, mais des récits. On va avoir beaucoup de fatigue émotionnelle, de fatigue compassionnelle à force d'être dans de l'empathie et parfois même de la sympathie avec le patient, le parent ou la personne qui est accompagnée. Et ça peut aller dans les cas les plus extrêmes sur les mêmes symptômes que le PTSD, donc le syndrome de stress post-traumatique, avec de l'anxiété, de l'hypervigilance, des cauchemars, des crises de colère.
Le deuxième trauma qu'on peut vivre sans avoir été directement exposé à l'événement traumatique, c'est le traumatisme transgénérationnel. Qu'est-ce que c'est ? Le traumatisme transgénérationnel, c'est une transmission des blessures émotionnelles qui sont transmises donc de la personne qui l'a vécu à une personne qui n'était pas là, très souvent pas encore née, au moment où ces événements-là se sont produits. Ce qui est très caractéristique du traumatisme transgénérationnel, c'est que déjà c'est hérité, mais c'est hérité comment ? C'est hérité par la manière d'être, la manière de parler, la manière de se comporter. On va parler juste après des mécanismes de transmission, mais c'est soit un comportement familial qui n'est pas explicite, qui est très régulièrement, très souvent implicite. Et en fait, tout ça, ça va être lié non pas aux souvenirs personnel de l'individu, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec mon parcours de vie, parce que littéralement j'ai jamais vécu ces moments-là, je n'étais même pas née, mais ça va être lié, rattaché à la mémoire familiale, à la mémoire nationale, à la mémoire culturelle. Et ce qui est très déconcertant pour les personnes qui sont porteurs de ce traumatisme-là, c'est qu'en fait, ils ne savent pas quels sont les éléments déclencheurs. Ils ne savent pas à quoi ils réagissent, ils ne savent pas qu'est-ce qui provoque ces réactions, ces colères, cette hypervigilance, cette tension qu'ils peuvent ressentir, ces crises de colère qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, ils ne savent pas ce qu'ils déclenchent. Parce qu'en fait, le déclencheur, ils ne l'ont jamais vu concrètement de leurs propres yeux. Leur mémoire ne peut pas faire de lien et se dire « Ah oui, j'ai vu X scène dans un film et ça me rappelle ce trauma que j'ai vécu et c'est pour ça que je vais faire, par exemple, une crise d'angoisse. » Donc, ils vont avoir la conséquence sans avoir la raison de cette réaction-là. Donc c'est extrêmement déstabilisant pour eux. Les chercheurs se sont beaucoup questionnés en se demandant comment ça a été transmis au final ces traumas-là. Comment est-ce qu'il est possible qu'une personne qui n'ait jamais vécu quelque chose naisse avec les mêmes symptômes que la personne qui les a vécus. Vous remarquerez d'ailleurs que les différentes études que j'aurais mis à disposition sont très récentes. C'est généralement 2018, 2019, 2020, 2023, comme on voit ici, parce que c'est quelque chose vraiment sur lequel on travaille depuis pas si longtemps que ça. C'est quand même assez récent sur l'échelle de l'histoire de la psychologie. Donc on est bien sûr amené à ce que ça puisse évoluer au fur et à mesure des découvertes et des recherches sur le sujet. À ce jour, quels sont les mécanismes de transmission qui ont été explicités, qui ont été découverts ? Ils sont de deux types. Le premier, c'est une transmission épigénétique et le deuxième, c'est une transmission environnementale. Alors j'espère qu'il n'y a pas de médecin dans la salle parce que quand je vais vous dire que j'ai simplifié l'explication de l'épigénétique, je vais peut-être vexer quelques personnes, mais c'était pour que ça soit vraiment accessible au plus grand nombre. L'épigénétique, concrètement, qu'est-ce que c'est ? On va considérer l'ADN comme étant un livre de recettes. Donc c'est un grand livre, il y a plein de recettes de tout type, du sucré, du salé, plein de choses différentes. Et l'épigénétique, c'est quoi ? C'est ces post-it que je viens mettre sur certaines recettes. C'est certains éléments que je vais barrer, que je vais souligner, que je vais entourer, que je vais surligner. C'est les notes que je vais mettre sur le côté de la page où je vais dire en fait non, moi j'aime pas trop le sucre, du coup, mais juste 2 cuillères de sucre et pas 4 cuillères de sucre. Qui fait qu'au final, quand je vais prendre le livre, mon attention, elle va aller directement sur certaines recettes. Mon attention, elle va aller directement sur certaines manières de cuisiner certaines de ces recettes-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres manières qui sont possibles et que je ne pourrais pas cuisiner d'autres manières. C'est possible, étant donné que la recette est sous mes yeux. Mais j'ai pas mis l'emphase dessus, j'ai pas mis l'accent dessus, donc je vais toujours tourner sur les mêmes recettes et c'est ce qui va du coup... et c'est ça en fait l'épigénétique. L'épigénétique, c'est ce chef d'orchestre qui vient nous dire « t'as toutes ces possibilités-là dans ton ADN, mais nous on va utiliser celle-là, celle-là et celle-là. » Uniquement. Ce qui fait que si j'ai mon frère et moi, on a le même livre de cuisine parce qu'on part du coup des mêmes parents, on va avoir le même ADN de base, mais moi je suis plus sucrée, lui il est plus salé, on va pas surligner, on va pas mettre l'attention sur les mêmes recettes, quand bien même on aurait la possibilité d'être les mêmes personnes, ce qui va nous amener à évoluer différemment au sein même d'un même foyer. Et le trauma, comment il intervient à ce moment-là ? En fait, c'est un marqueur rouge qui arrive et qui entoure et qui met des points d'exclamation sur certains éléments. Vraiment d'une manière beaucoup plus flagrante que le stylo rose que j'ai pris pour souligner tout délicatement certaines parties de la recette. Là, ça prend toute la place, ça prend toute l'attention. À ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que le trauma, il est venu avoir un impact énorme de stress sur l'ADN. Comment ça va se modifier ? Il y a ces groupes qu'on appelle les méthyles, donc des groupes chimiques qui vont venir s'accrocher
à l'ADN, provoqués donc par l'expression de stress extrêmement intense. Et ces groupes-là, ils vont venir activer ou éteindre des gènes qui initialement ne s'exprimaient pas chez moi. Si je reprends l'image du livre de cuisine, c'est-à-dire que j'ai jamais regardé une recette salée parce que moi voilà, je suis vraiment dans du sucré. Il y a eu ce traumatisme-là, on est venu entourer en rouge, en gros, une recette de salé. Du coup, je vais me dire ok, bon je dois faire cette recette de salé là alors que j'avais jamais prévu. Et initialement, il y a rien qui aurait pu ou dû m'emmener dans cette direction-là. Et en fait, c'est ça qui va être transmis à nos descendants. C'est cette marque, c'est cette empreinte chimique des méthyles qui va venir activer ou donc hypoactiver ou hyperactiver certains des gènes qui initialement n'auraient pas dû être là ou n'auraient pas dû s'exprimer de cette manière-là. La deuxième manière dont ça va venir impacter notre corps, c'est au travers de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, HPA. On va l'appeler HPA. Donc l'axe HPA, c'est quoi exactement ? On le sait, aujourd'hui, alhamdoulilah, notre corps, il est fait de sorte à nous maintenir en vie. Nos cellules sont à chaque moment, en ce moment même, en train de mettre en place des choses, faire des choses pour pouvoir nous maintenir en vie et prendre soin de nous. Et cet axe-là, c'est un petit peu l'équipe de communication. C'est l'équipe de com. Ils se passent les infos entre eux pour savoir qu'est-ce qui va se passer. On va passer de l'hypothalamus, donc qui est au niveau du cerveau, c'est le chef de l'équipe. Là, il est en train de regarder ses ordi, il se dit il y a quelque chose qui ne va pas, là il y a un signal que je ne reconnais pas, on va peut-être être sur nos gardes, juste au cas où. Et donc à ce moment-là, il va envoyer un signal à l'hypothalamus. Non, c'est déjà lui l'hypothalamus. Il va envoyer un signal à l'hypophyse, qui est un petit peu comme l'entraîneur. Il va dire, regarde là, il y a un truc vraiment bizarre, dis aux gars de se préparer, juste au cas où. Et donc l'hypophyse va s'adresser aux glandes surrénales, qui sont un petit peu comme les agents d'intervention, et qui va leur dire, go, on y va, préparez-vous, sortez, il y a une urgence, il faut qu'on y aille, et il faut qu'on se mette en situation d'action. Et à ce moment-là, donc, ils vont provoquer de plus en plus de cortisol, qui est donc l'hormone du stress, pour nous permettre d'être sur nos gardes. Donc le battement de cœur vont accélérer, le sang va circuler de plus en plus vite, les muscles vont être tendus pour être prêts donc avec le système de flight, fight or freeze, donc soit se battre, soit s'enfuir, soit être complètement figé si jamais justement la menace est trop grande par rapport aux ressources que j'ai moi pour combattre cette menace-là. Il est possible que je me frise, que je reste complètement en incapacité de répondre à ça. Mais dans le meilleur des cas, quand ça se passe normalement, je vais soit me battre, soit m'enfuir. Et dans tous les cas, j'ai besoin d'énergie, dans tous les cas, j'ai besoin que mon battement de cœur s'accélère. Et en fait, ce qui va se passer sur cet axe-là, c'est que le traumatisme, il va venir le surréagir. C'est-à-dire qu'alors qu'avant, il fallait un élément, 1, 2, 3, 4, 5 éléments pour que l'hypothalamus commence à se dire « Tiens, il y a peut-être danger, je vais dire au gars de commencer à se préparer ». Et bien là, il suffit d'un. Il est complètement à vif. Et il suffit d'un. Et de là arrivent donc les explosions de colère. De là va arriver l'hypersensibilité et la peur de certains bruits, comme des claquements de porte, pour reprendre par exemple l'exemple de la maman que j'ai donné en introduction. J'espère que c'était clair jusque-là. Je vous ai mis donc cette étude-là parce que pour comprendre à quel point l'impact, là on a vu la théorie, dans la pratique, il est observable de nos propres yeux. Par exemple, il y a cette étude qui est sortie en 2020 concernant le traumatisme rwandais, donc le génocide qui a eu lieu au Rwanda. Et ce qu'ils ont observé à ce moment-là, donc ils ont fait des dyades, ils ont fait des duos mère-bébé avec des bébés qui sont nés après le génocide. Donc les mères ont vécu le génocide, elles ont vécu en tout cas cette période-là, mais les bébés n'étaient pas nés à ce moment-là. Donc ils les ont pris, ils ont installé la maman, ils leur ont demandé de répondre à un questionnaire sur beaucoup de choses, sur ses émotions, sur ses relations, sur la manière dont elle se sentait, sur tous ces éléments-là. Et à côté, les enfants, ils leur ont fait faire un test cognitif, un test d'imagination pour essayer de voir comment ils réagissaient par rapport à ça. Et à la fin donc, de tout ça, ils mettaient les enfants ensemble et ils les laissaient jouer un moment et ils observaient, donc la pièce était filmée pour voir un petit peu les interactions, comment elles avaient lieu. Et ce qu'ils ont observé, c'est que plus la mère avait un syndrome de stress post-traumatique élevé, donc plus elle avait été impactée par ce trauma-là, moins l'enfant avait une attitude de réconciliation. C'est-à-dire que lorsque les enfants jouaient ensemble, ils se disputent pour X ou Y chose,
Et quand quelqu'un intervenait pour leur dire de pardonner, de partager, de faire ci, de faire ça, les enfants dont la mère a été bien plus soumise à un trauma, ou en tout cas qu'elle réagit d'une manière beaucoup plus violente au traumatisme qu'elle a vécu, l'enfant refusait complètement le dialogue, les réconciliations, le fait d'être plus dans le relâchement. C'était un enfant qui après coupait complètement au jeu et voulait retourner chez sa mère et voulait plus du tout jouer. Et ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est que plus il y avait du trauma chez les mères, plus l'enfant de ces mères-là avait un raisonnement abstrait qui était déficient par rapport à son âge. C'est-à-dire son imagination, sa capacité à comprendre des concepts abstraits était inférieure à l'âge, à la capacité qu'il aurait dû avoir à l'âge qu'il avait. Donc ça, c'est la première transmission. La première transmission, c'est à travers les gènes, c'est à travers le fonctionnement donc, de l'axe HPA et de la manière dont l'enfant va naître avec ça par la suite. La deuxième manière de transmettre ces traumatismes transgénérationnels, c'est par l'environnement, une transmission environnementale. Qu'est-ce que ça implique ? C'est des comportements qui sont souvent inconscients, qui vont être transmis au reste de la famille. C'est souvent des silences sur certaines situations. On n'en parle pas, on ne l'évoque pas, mais on sait qu'il y a quelque chose entre maman et grand-père parce qu'il ne parle jamais de son grand-père, on ne l'a jamais vu, et quand quelqu'un aborde le sujet, elle s'énerve très rapidement. Donc je sais qu'il y a quelque chose, mais j'ai aucune idée de ce que c'est, et j'ai clairement pas intention d'aller poser des questions. Donc le rôle au moment où parfois le trauma est trop fort et beaucoup trop emprunt, souvent le parent peut être dans l'incapacité de prendre en charge l'enfant ou pas de la manière dont il aurait été nécessaire de répondre à ses besoins. Et à ce moment-là, on va rentrer donc dans ce qu'on appelle de la parentification, où les parents ou les enfants vont avoir le rôle de parents, où les enfants vont venir supporter leurs petits frères et leurs petites sœurs comme si c'était eux l'adulte, comme si c'était à eux de répondre aux besoins de cette fratrie sans que personne vienne répondre à leurs propres besoins. Une étude pour venir illustrer ce cas-là, c'est une étude encore une fois assez récente, 2019, où c'est encore une fois des dyades, donc des duos mère-bébé, où en fait ce qui s'est passé dans cette étude-là, c'est qu'on a demandé à la mère de venir avec le bébé. Donc l'étude d'avant, c'était quand même des 2-3 ans. Ici, c'était vraiment des bébés en dessous d'un an, si je dis pas de bêtises. Et la mère portait son enfant, et on lui demandait d'expliquer, de raconter son trauma, d'être dans le récit traumatique de son trauma. Ce qu'ils ont observé à ce moment-là, c'est que déjà, pendant qu'elle est en train de raconter son trauma, les échanges entre la mère et le bébé sont extrêmement rares, non réciproques. C'est souvent l'enfant qui va venir stimuler la mère, l'enfant qui va venir demander certaines choses à la mère, et la mère qui ne va pas être en capacité psychique de lui répondre. Et ça, c'était particulièrement marqué au moment où elle l'expliquait, où elle était dans ce récit traumatique-là. Donc la mère, elle n'est pas en capacité de répondre aux besoins émotionnels de l'enfant parce qu'elle était sous l'emprise de son propre mal-être et de ses propres souvenirs. Et ce qu'on a observé encore une fois après, c'est qu'on a mis à nouveau tous les bébés dans une salle ensemble, on les a laissés jouer, et ils ont observé que ceux pour qui le temps de récit narratique de la mère a été particulièrement empreints de traumatisme, donc ceux avec qui la mère a très peu échangé à ce moment-là, lorsqu'ils se retrouvent en groupe avec d'autres enfants, ils montrent très peu d'engagement social. On va vraiment observer une carence dans le lien affectif, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à aller jouer avec les autres, il ne va pas chercher s'il y avait un surveillant qui venait jouer avec lui ou lui proposer un jeu, il avait tendance à ne pas trop répondre, il voulait juste rester collé à sa mère et ne pas du tout être dans des relations, dans des relations saines et normales qu'un enfant devrait développer à cet âge-là. Ces études-là et d'autres encore, notamment celles sur la Shoah, ont montré qu'aujourd'hui, les effets d'un traumatisme, on observe des résultats jusqu'à 3 générations après l'événement traumatique. Ça veut dire que peut-être ici dans cette salle, on porte des traces des événements traumatiques de nos parents, de nos grands-parents, et nos parents portent eux-mêmes de leurs arrière-grands-parents. Mais ça veut aussi dire dans l'autre sens que peut-être que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les traumatismes qu'on porte de nos parents, dont on commence à avoir conscience, les traumatismes qu'on va vivre dans notre vie, si on ne les travaille pas, si on ne les traite pas, on en fait un cadeau empoisonné à nos propres enfants et encore après leurs petits-enfants. Parce que cette transmission,
c'est pas uniquement sur elle est bien plus fine que ce qu'on pourrait penser. Quand on parle de transmission du trauma, c'est pas mon père par exemple a été traumatisé par la guerre d'Algérie, donc il n'est jamais retourné en Algérie, on n'a jamais été en Algérie. Ça peut être parfois bien plus subtil que ça. Ça peut être parfois bien plus insidieux sur la manière dont ça va venir s'exprimer, ça va venir impacter nos relations aux autres, ça va venir impacter notre confiance en nous, ça va venir impacter nos idées, nos biais cognitifs dont on parlait tout à l'heure, et notre manière d'aborder le monde. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Les croyances limitantes, les croyances dysfonctionnelles, qu'est-ce que c'est exactement ? Ce sont des idées rigides qui vont venir définir ce qu'on pense être vrai. Et c'est là le plus important, c'est ce qu'on pense être vrai sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde qui nous entoure, sur la manière dont on devrait fonctionner, sur nos capacités et sur le danger de ce monde dans lequel on évolue. C'est ce qui est problématique avec ces croyances-là, c'est qu'en fait, elles vont venir se propager comme une onde de choc. Elles se propagent et elles vont venir modifier beaucoup de choses, les liens émotionnels, le comportement, elles vont venir modifier les possibilités que je vais me donner dans cette vie. Est-ce que je vais être médecin ou est-ce que je vais être, je sais pas, fleuriste ? Peut-être que la décision, en réalité, c'est pas moi qui l'ai prise. Peut-être que cette décision, en réalité, elle a été bloquée, elle a été empreinte de ces croyances limitantes-là. Un exemple que vous avez peut-être connu ici, c'est l'exemple très bête de l'enfant qui va voir son père très content d'avoir eu un 18 sur 20 en mathématiques et le père qui lui répond « Pourquoi t'as pas eu 20 ?» Et ils sont où les 2 points restants ? Et le combien ton copain, je sais pas qui. Et qu'est-ce qu'on transmet à travers ces questions-là ? On transmet cette pensée ce qu'il est en train de transmettre à son fils, c'est qu'en fait, s'il n'est pas parfait, il n'est pas suffisant. S'il n'est pas parfait, il n'est pas aimable. S'il n'est pas parfait, son père ne peut pas être fier de lui. Et donc c'est quelque chose qu'il va intérioriser, avec laquelle il va grandir, de par ses biais cognitifs, donc les filtres avec lesquels il voit le monde. À chaque fois qu'il se passe quelque chose où effectivement il n'a pas eu 20 sur 20 et du coup il n'a pas eu X concours ou il n'a pas eu Y opportunité, il va se dire voilà, il avait raison, c'est parce que j'étais pas au top de ma forme, c'est parce que je n'ai pas donné toutes mes capacités, c'est parce que j'en suis juste pas capable, parce que je ne suis pas parfaite, donc je ne mérite pas ce résultat-là positif. Et ces croyances-là, elles vont venir donc définir un petit peu tout ce qui nous entoure, alors qu'en réalité elles ne proviennent très généralement pas de nous-mêmes. En réalité, elles ne nous appartiennent pas. Cette croyance que je ne suis pas capable de faire médecine, peut-être qu'elle a été impliquée parce que ma mère pense qu'elle-même n'est pas capable de faire médecine et que de toute façon, une femme arabe en France, elle ne peut pas faire médecine, donc ma fille va faire quelque chose que tu es capable de faire pour éviter de perdre ton temps, ton argent et ton énergie. Donc cette croyance-là, elle a été transmise par ma mère, par ses propres traumas, par ses propres épreuves, par ses propres difficultés de vie, mais elles ne m'appartiennent pas. Elles ne m'appartiennent pas et pourtant elles vont venir impacter tous mes choix, elles vont venir avoir une influence qui n'est pas négligeable. Et le problème, on peut se dire, ok, c'est juste une pensée, il suffit de penser différemment. Le problème, c'est que ces croyances limitantes vont devenir des pensées dont on sera persuadé, qui vont devenir des comportements, qui vont devenir ensuite des schémas de fonctionnement, des schémas de pensée. Et pour venir travailler sur cette dernière étape-là, c'est bien plus difficile et il faut commencer par la première, qui est cette croyance limitante qu'on pourrait penser inoffensive, ou en tout cas qu'elle n'a pas l'impact qu'elle est censée avoir. Souvent, ces croyances-là, parfois elles sont exprimées directement, parfois elles ne le sont pas. Parfois elles sont exprimées par l'absence de paroles, justement, par les non-dits. Elles vont être exprimées par le fait que mais moi, mon père, il n'a jamais postulé, je sais pas où, on n'est jamais parti en vacances dans des destinations exotiques, ni moi, ni ma mère, ni mon père, donc je vais intérioriser que peut-être c'est pas fait pour nous. C'est pas fait pour nous. Et ça n'a pas été dit, mais c'est ce que j'observe du comportement de mes parents, parce qu'ils sont toujours en train de refuser certaines opportunités parce qu'eux pensent que c'est pas pour eux. Et donc je vais l'intégrer. Et ce qui est intéressant à noter ici, c'est qu'en fait, c'est la manière dont moi je vais interpréter. Peut-être que les parents se disent ça. Je sais pas pourquoi ils partent pas en vacances dans des destinations exotiques. Ce que je sais, c'est qu'ils le font pas. Et c'est mes parents, c'est mes références. S'ils le font pas, pourquoi moi je le ferais ? Et c'est là qu'on rentre dans ce qu'on appelle la clinique des fantômes en psychologie. Qu'est-ce que c'est exactement ce concept-là ? Imaginez cette scène, encore une fois, donc, dans cette famille normale, une mère qui est en train de regarder un film avec son fils, et à ce moment-là, dans le film, il y a une scène où le papa prend
prend sa petite fille sur les bras ou dans ses bras ou sur ses genoux pendant qu'il est en train de, je sais pas, la faire manger, lui expliquer quelque chose. Une scène anodine de premier abord, mais chez cette mère-là, ça va tout de suite la renvoyer, elle va tout de suite l'associer au moment où son propre père la prenait sur ses genoux, et ce qui était généralement la première étape pour ensuite des comportements des comportements incestueux envers elle. Donc cette maman-là, elle a vécu des agressions incestueuses de la part de son propre père. Donc quand elle voit cette scène-là qui est anodine pour tout le reste des téléspectateurs, elle, c'est un trigger. Elle, c'est un stimulus qui va venir la mettre en état d'hypervigilance. Son fils, qui est à côté, il sent encore une fois sa mère qui est extrêmement tendue, qui a presque les larmes aux yeux, qui commence à s'agiter. Il lui pose la question, il lui dit « Maman, ça va ?» Elle veut le protéger, c'est son fils. Elle va pas commencer à déballer au milieu du film. Ben non, pas du tout, parce que tu sais, en fait, ton père m'a fait des attouchements, etc., etc. Non, donc elle le protège. Mais c'est ce qu'elle pense, parce qu'avec cette volonté de le protéger et de le mettre dans ce silence-là, elle lui répond avec le sourire en lui disant « Oui, bien sûr que ça va ». Mais l'enfant n'est pas dupe. Quand bien même il ne comprend pas, il le perçoit. C'est inconscient. Il se rend bien compte que entre les signaux de langage corporel et ce que sa mère vient lui dire, il y a une énorme différence. Donc en voulant taire ses émotions pour protéger son enfant, mais elle ne peut pas taire ses émotions corporelles parce qu'elle ne les contrôle pas, en tout cas pas de prime abord, elle vient de créer un fantôme. Elle vient de créer un fantôme parce qu'il y a une tension maintenant par rapport à ce type de scène, par rapport à ces films, il y a une tension, mais le fils ne sait pas d'où ça vient. Si on regarde dans les films d'horreur, généralement, quand on dit oui, c'est un revenant, c'est qu'on sait c'est qui. C'est la femme dont on a tué son enfant quand elle était bébé, donc elle revient se venger de tous ceux qui habitent dans cet appartement. C'est l'homme dont on a tué je sais pas qui et qui vient continuer à se venger sur cette personne précisément. C'est-à-dire qu'au moment où le héros du film il se retrouve face au fantôme, il le reconnaît, il y a un visage. Il se dit ah, mais c'est un tel, il sait c'est qui. Alors qu'à l'inverse, quand c'est un fantôme, c'est une forme, c'est un petit peu fantomatique, c'est un petit peu flou. On voit quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas pourquoi c'est là. Et cette différence, c'est là qu'elle se fait. Pour les parents qui ont vécu ce traumatisme-là, c'est un revenant. C'est-à-dire que le stimulus qu'elle a vu à ce moment-là, c'est un traumatisme qui est identifié. Elle sait à quoi ça la renvoie, elle sait pourquoi c'est là, et elle sait ce qu'elle est en train de combattre. Ça va être des scènes, des odeurs, des situations qui vont réactiver ce souvenir précis. Donc elle combat, elle est en état d'hypervigilance pour combattre quelque chose qu'elle sait. Elle peut l'anticiper. Contrairement à l'enfant qui se retrouve avec un fantôme, donc qui se retrouve avec un malaise diffus. Il ne sait pas c'est dû à quoi. Il ne sait pas de quoi ça vient, il ne sait pas pourquoi. C'est là encore à ce moment-là. Et le traumatisme transgénérationnel, c'est souvent ça. C'est souvent des fantômes, c'est souvent diffus. On ne sait pas exactement ce que c'est, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Et un exemple pour illustrer cette situation-là, c'est un de mes patients qui est un homme qui a été victime aussi d'abus incestueux de la part de son oncle lorsqu'il était petit, mais il l'avait oublié. C'est revenu plus tard, bien plus tard, lorsqu'il était adulte, et à ce moment-là, c'était très flou. C'était très flou pour lui, il ne se souvenait plus c'était combien de fois, il ne se souvenait plus ça a commencé quand, ça a fini quand, mais il se souvenait que ça existait. Il est devenu papa, et à ce moment-là, ça a été ingérable pour lui, cette situation-là. Pourquoi ? Lorsque son fils est rentré à la maternelle, pour lui, ça a été extrêmement anxiogène. Et il a commencé à avoir ce comportement-là envers son fils à chaque fois qu'il rentrait de l'école. Il le regardait, il lui disait « Est-ce que quelqu'un t'a accompagné aux toilettes ? Est-ce que c'est la maîtresse ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Est-ce que quelqu'un t'a touché ?» Il le tournait, il était vraiment en train de le palper, même sous la douche, il vérifiait. Et l'enfant, il comprend rien du tout. Il voit juste son père, encore une fois, sa figure de référence, celui qui est censé le protéger, qui est en panique, qui est en tension, qui est en danger, qui se sent en danger. Donc si son père est en danger, il est en danger. Et petit à petit, l'enfant a commencé à associer, à se dire « Tiens, papa me fait ça que quand je rentre de l'école. Il ne fait pas ça quand je rentre de chez ma grand-mère, il ne fait pas ça quand je rentre d'ailleurs. » Mais il s'est rendu compte, il a commencé à se dire « Mais en fait, ce qui fait peur à papa, ça vient de l'école. Si ça fait peur à papa, ça doit me faire peur à moi. » Et là, on assiste à la naissance, par exemple, d'une phobie scolaire transmise d'une manière transgénérationnelle et surtout inconsciente et diffuse. Le père n'a pas conscience de ce qu'il est en train de faire subir et de transmettre à son fils, et le fils ne sait même pas en réalité pourquoi il a peur de ça. Il sait juste que c'est dangereux parce que son père, il en a peur. Ce qui est important de se questionner et de se demander dans ce cadre-là, particulièrement
particulièrement en tant que musulman, c'est ok, mais nous, on est musulmans, donc on croit en Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il nous a révélé. Et quand on regarde, Dieu nous dit dans le Coran, Surat Ar-Rum, verset 30, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Donc il y a cette notion de nature originelle, la fitra, celle avec laquelle on est, celle qui est pure et qu'on ne peut pas venir modifier. Comment on peut concilier cette notion de transmission traumatique et cette notion de fitra ensemble? Parce que de prime abord, on pourrait se dire qu'elles ne vont pas dans le même sens, étant donné que la fitra, c'est un état initial. C'est un point de départ qui est pur, authentique et en accord avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une inclinaison naturelle vers le bien, vers la justice, vers la soumission à Dieu. La fitra, c'est ce qui fait qu'en réalité, personne n'aime voir quelqu'un d'autre souffrir. La fitra, c'est ce qui fait qu'un enfant, quand il voit un autre bébé pleurer, il va avoir tendance à vouloir aller lui essuyer ses larmes instinctivement, sans même savoir ce qui se passe. La fitra, c'est ce qui lorsqu'on voit un enfant tomber, quand bien même c'est pas le nôtre et quand bien même il était hyper agaçant à courir partout depuis tout à l'heure, notre premier réflexe, ça va être d'essayer de le rattraper ou d'essayer de le ramasser. Ça, c'est notre fitra, c'est la manière, c'est une nature originelle, instinctive de l'être humain, notamment par exemple le fait d'être à deux, d'être en couple avec une personne. C'est une volonté qu'on a qui dépasse ce qu'on pourrait conscientiser. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith de Sahih al-Bukhari, chaque enfant naît sur la fitra, ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou polythéiste. Donc qu'est-ce qu'on apprend de ce verset-là? C'est que la fitra initialement elle est en chaque enfant, mais son environnement, l'éducation, les parents peuvent venir impacter, peuvent venir modifier, peuvent venir donner une sensibilité différente de cette fitra. Ça ne va pas l'effacer. Le trauma ne vient pas effacer cette fitra-là, mais il va la faire résonner différemment. Parce que des traumas, des épreuves, on est sur cette terre pour les vivre. C'est quelque chose qui est inhérent à l'être humain. On en a tous et on en aura absolument tous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, verset 155. Ok. Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, une diminution des biens, des personnes et des fruits, mais faisant la bonne annonce aux endurants. Donc il nous annonce dès le début qu'on est venu ici pour souffrir, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je vais devoir accélérer un petit peu. J'ai souhaité reprendre l'étude de cas du prophète Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? Ibrahim, il est né d'un père qui n'était pas croyant, un père qui était assez violent avec lui, un père qui souhaitait que son fils devienne aussi polythéiste et fabricant de statues, ce que refusait de faire Ibrahim alayhi salam, qui était donc croyant et qui croyait en un Dieu unique. À ce moment-là, ça a été une période de vie qui a été quand même compliquée. Il y a eu beaucoup de violence verbale, il y a eu beaucoup de violence physique. Quand bien même on ne parle pas distinctement du mot trauma dans le Coran, tout le comportement qui est décrit autour de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et de son lien avec son père tend vers cette manière-là de s'être comporté. Son père était violent, son père était menaçant. Donc on se retrouve avec un prophète qui grandit avec un père qui le rejette au final, avec un père qui est dans une dynamique relationnelle autoritaire, dans le refus, dans le fait d'imposer ses idées, sa manière de faire. À ce moment-là, Ibrahim alayhi salam, il a essayé de négocier avec son père, il a essayé de maintenir ces liens-là. Et il a essayé de différentes manières, à la fois la négociation scientifique, où il commence à expliquer à son père que c'est des statues, elles ne peuvent pas entendre, elles ne peuvent pas voir, elles ne peuvent pas être des dieux. La négociation aussi par l'absurde, au moment où il brise les idoles et qui, lorsque son père vient demander mais qui a fait ça, il lui dit c'est la grande idole, étant donné que tu dis que ce sont des dieux et qu'elles sont capables de bouger, pourquoi ça ne serait pas elle qui le fait? Il a essayé par plusieurs manières de maintenir ce lien et de protéger ce lien filial. Malheureusement, ça n'a pas été possible parce que son père a tout fait à ce moment, ne voulait absolument pas cheminer sur le même chemin que lui, et donc il a coupé les ponts avec son père à ce moment-là. Et ce qu'il nous apprend, c'est qu'on peut couper une relation toxique tout en gardant à la fois la dignité et le respect. Parce que Ibrahim alayhi salam, il a continué à prier pour son père, il a continué à faire des du'as jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala lui dit d'arrêter parce que ça ne servira à rien et parce que son père s'était déclaré en tant qu'ennemi de Dieu. Et ça, on le voit dans Surat Tawbah, verset 114. Et
ce qu'il est intéressant de voir, donc on voit dans... Ah bah c'était celui-là, le verset. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est dans la relation du père du prophète Ibrahim alayhi salam avec lui-même qui est très compliquée, une rupture des liens, beaucoup de violence, une éducation dans la coercition. Et quelque temps après, au fur et à mesure de son histoire, on se rend compte donc qu'il a lui-même son fils, le prophète Ismaël alayhi salam, et que le prophète Ibrahim a choisi de l'éduquer différemment, a choisi de maintenir son lien avec lui d'une manière différente. C'est-à-dire que quand il s'est retrouvé face à une situation compliquée où Allah subhanahu wa ta'ala lui demande d'immoler son fils, le choix qu'il fait, c'est pas de lui imposer, c'est pas de lui dire c'est ton père, c'est moi qui décide ou c'est Dieu qui nous l'a dit, c'est de l'inclure dans le processus décisionnel. Et il lui dit à ce moment-là, ok. Et il lui dit à ce moment-là, oh mon fils, je me vois en rêve en train de t'immoler, vois ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en dis. Et la réponse de son fils, elle montre vraiment, elle traduit une relation de confiance. Parce qu'il lui répond en lui disant, oh, mon père, fais ce qui t'est demandé, tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des endurants. Et c'est pas au moment T où la relation de confiance s'est construite, c'est que pendant des années et des années, le prophète Ibrahim alayhi salam a fait le choix d'éduquer son fils d'une manière différente. Il a fait le choix de briser ce cycle-là et d'apporter une manière de vivre différente à son fils. Parce qu'il aurait pu lui dire aussi, moi j'ai pas connu un père et moi, je peux pas t'aimer. Je peux pas te montrer la bonne manière de vivre, je peux pas faire de toi un homme, je peux pas créer une relation saine entre nous alors que moi j'ai jamais connu de relation saine. Et c'est pas ce qu'il a mis en place. Donc globalement, une rupture consciente des cycles négatifs, c'est ce que je viens de dire, et on sait qu'en tant que prophète, il s'est vraiment plongé et inspiré de sa foi qui est venue vraiment l'aider dans ce chemin et de guérison et de transmission auprès de son fils. C'est-à-dire qu'il a fait de sa foi sa béquille et il a aussi transmis ça à son fils pour que son fils puisse l'utiliser au moment où lui s'est retrouvé dans une situation difficile. Je donnais d'autres exemples à ce moment-là, notamment du prophète Yusuf alayhi salam avec des frères assez jaloux qui l'ont jeté dans le puits. Donc on est aussi dans un environnement extrêmement toxique. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a connu à de nombreuses reprises beaucoup de gens qui lui ont fait du mal et qui lui ont voulu beaucoup de mal, et que tous les deux se sont toujours tournés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour traverser ça, et que ça nous montre que les traumas qu'on vit nous aujourd'hui, on n'est pas les seuls à les avoir vécus. Et si même eux, en tant que prophètes, les ont vécus, c'est pour que nous, aujourd'hui, on puisse tirer de leçons de la manière dont ils auraient agi. Ok. Ok. Donc, rapidement, en une phrase, vraiment pour conclure, donc le fait que les outils spirituels qu'on peut tirer de ces parcours, notamment en lien avec le traumatisme, le premier, c'est déjà la reconnaissance et la mise en mots. C'est-à-dire comprendre qu'aucune violence n'est acceptée, n'est tolérée par Allah subhanahu wa ta'ala, pas même celle qui a été transmise par vos parents, pas même celle qui a été faite par vos parents. Et qu'on peut vivre un trauma, on peut avoir été traumatisé sans pour autant être traumatisant envers nos enfants, envers nos proches et tous ceux qui dépendent de nous par la fin. Parce que on peut travailler sur soi, on peut aller mieux et on doit aller mieux. À quel moment on se dit, ok, là je pense qu'il est temps de travailler là-dessus, parce que comme je disais tout à l'heure, on a tous des traumas. Est-ce qu'on doit travailler sur tous nos traumas ? Pas forcément, on doit travailler sur ceux qui viennent impacter notre vie aujourd'hui, nous faire souffrir aujourd'hui et faire souffrir nos proches tout autour de nous. Pour cela, on peut avoir plusieurs types de thérapies, plusieurs types de psychologues présents. On est vraiment beaucoup plus que ce que vous pouvez croire, et vous aurez l'occasion, Inch'Allah, de les rencontrer tout à l'heure. Et je finirai en disant que c'est un chemin qui est long, c'est un chemin qui est douloureux, c'est un chemin qui n'est pas linéaire, il y a des hauts, il y a des bas, des fois on retourne en arrière, mais c'est un chemin qui est vraiment libérateur. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous donner des clés pour vous permettre d'ouvrir des portes, mais ces portes-là, c'est à vous de les choisir, et c'est à vous d'aller faire la démarche de mettre cette clé dans cette porte-là et de choisir celle qui vous permettra, Inch'Allah, de mener à la guérison et de vous emparer de ces connaissances que je vous donne aujourd'hui pour offrir un héritage différent aux 3 générations après vous. Je conclurai sur ce verset de la Sourate 64, verset 4. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre, il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez, et Allah connaît le renfermement des poitrines. Allah subhanahu wa ta'ala sait par quelle souffrance vous êtes passé. Il sait mieux que quiconque, mieux que votre psychologue à qui vous pourrez venir parler, à quel point vous avez eu mal, à quel point vous avez souffert, à quel point vous avez essayé de prendre sur vous pour lui. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas de résultat ici, à l'instant T, qu'il faut abandonner. Continuez vos efforts en utilisant les outils qu'il nous a donnés dans la clinique ici de ce bas monde, et en continuant à vous appuyer sur lui, qui est Shafi', celui qui guérit.
Merci de votre attention.